Bonjour, alors moi c'est Sacha. Moi c'est Juan, moi c'est Arthur. Donc là on va aller à la piscine, on est tous les trois nageurs et on est en ce moment en stage à Majorque, sur l'île de Majorque en Espagne. Et là on va aller à la piscine et on va vous présenter un peu notre TPE parce que ce qu'on va faire c'est que notre TPE va se dérouler dans la piscine. C'est notre sport, c'est notre passion et on va partager avec vous quelques moments de sport et puis quelques interrogations scientifiques en rapport avec notre sport. Exactement. Allez, c'est parti. Voilà, alors on est alors arrivé à la piscine où on fait notre stage, la piscine de Majorque. Une piscine où nous nageons pratiquement 2 fois par jour, où de grands champions olympiques, tel Florent Manodou, s'est déjà aussi entraîné ici. Vous avez sans doute dû entendre parler de l'histoire de Florent Manodou aux Jeux Olympiques de Rio de 2016, où il a malheureusement perdu et fini deuxième de sa course sur le 50 mètres nage libre. Le problème c'est que durant cette course en fait il a perdu. La course s'est jouée à rien du tout, c'était un 50 mètres nage libre. Florent Manodou à nager était grand favori, il était champion olympique, tout le monde pensait qu'il allait devenir de nouveau remporter le titre de champion olympique. Mais ce qui s'est passé c'est qu'il a perdu à 1 centième face à Anthony Ervin, un américain. À 1 centième de seconde, il a perdu son titre olympique et il a décidé malheureusement d'arrêter sa carrière ou de mettre une pause à sa carrière. Donc c'est un grand nageur mais Comme quoi tout se joue à un seul centième lui a été fatidique. C'est bien beau cette petite introduction, mais est-ce qu'on pourrait pas expliquer plus clairement aux gens ce que c'est qu'un départ en natation? Par exemple, pourquoi commencer par un départ en natation? C'est très simple, le nageur se propulse du plot pour avoir la meilleure vitesse possible et pour débuter sa course avec une vitesse supérieure à celle qui suivra sa course. Donc on est bien d'accord que le départ, c'est au commencement de la course, c'est la première chose qu'effectue le nageur. Oui, c'est exact. Donc, déjà la chose très importante quand on fait son départ, c'est le temps de réaction. C'est-à-dire que d'abord, la règle en natation, c'est que les nageurs se mettent en place sur un plot, ils sont tous immobiles et au moment où le starter, celui qui donne le signal de départ, va voir que tout le monde est immobile, il va enclencher le signal de départ. Et ce qu'on a, c'est que entre le moment où le signal de départ est émis par le starter et le moment où le nageur commence effectivement à quitter le plot, il va se passer un temps qui s'appelle le temps de réaction. Le temps de réaction, on n'est pas tous égaux, on peut tous améliorer son temps de réaction. On a un temps de réaction plus ou moins faible, mais c'est quand même un phénomène qui est physique, qui se passe dans notre cerveau et que certains paramètres peuvent influencer. Comment ça se passe dans notre cerveau? Dans notre cerveau, le temps de réaction est géré par les neurones. Ils sont au nombre de 100 milliards, il y a 100 milliards de neurones. Ce sont des cellules qui se trouvent dans notre cerveau. Et donc il y a plusieurs sortes de neurones. Il y a les neurones sensoriels qui vont gérer les sens et qui vont transmettre les informations
liés au sens, et il y a les neurones moteurs qui vont transmettre l'information reçue par les neurones sensoriels aux muscles. Donc pour un départ en natation, on va d'abord avoir les neurones sensoriels de l'audition, qui se trouvent dans notre oreille, qui vont transmettre l'information aux neurones moteurs de nos muscles, des jambes, des bras, de tout ce qu'on va utiliser pour s'éjecter du plot. Donc ce qu'il y a en fait, les neurones fonctionnent de la manière qu'en fait ils sont d'abord constitués d'axons, et les axons d'un neurone transmettent le signal électrique aux dendrites du neurone suivant au niveau d'un petit renflement qu'on appelle synapse. Ensuite, des molécules appelées neurotransmetteurs se chargent de transmettre l'information au neurone suivant. Donc, si j'ai bien compris, dans notre corps, il y a une suite de réactions qui fait que l'élément auditif va nous faire réagir. Mais qu'est-ce qui, moi, peut me faire améliorer mon temps de réaction? Et quand on est sur le plot de départ et quand on cherche une manière d'améliorer son temps de réaction, déjà, ce qui est très très important, c'est d'être concentré. Notre état de concentration, notre état d'excitation va faire qu'on va réagir plus ou moins bien au signal du starter. Alors pour ça, c'est principalement lié au stress, c'est-à-dire que quelqu'un de trop tendu va peut-être louper, faire un faux départ, partir avant le signal, alors qu'à l'inverse, quelqu'un de détendu va lui réagir pas assez rapidement et va perdre du temps sur ses concurrents pendant cette phase cruciale du temps de réaction. Bon, alors, on a parlé du temps de réaction, maintenant on peut parler du temps d'action. Alors, selon toi, comment est-ce qu'on peut gagner du temps, comment on peut partir du plot de la meilleure manière possible? Eh bien, c'est très simple. Suite à l'entente du signal, le nageur doit se propulser du plot avec un angle de départ dit optimal. Est-ce qu'il y a un angle optimal et des angles qui ne sont pas optimaux? Oui, c'est exact. Attends, ça, je vais t'expliquer. Alors Arthur, du coup, quel est le meilleur angle et comment est-ce qu'on détermine cet angle? Eh bien, c'est très simple. Il existe une fonction capable de calculer cet angle et surtout de donner après la distance parcourue en l'air et dans l'eau par ce nageur en fonction de l'angle de la vitesse initiale. En effet, je rappelle que l'angle de départ optimal est l'angle de propulsion qui fait varier la distance parcourue par un nageur. Cette fonction est telle que moins g, qui est une constante que nous allons arrondir à 10, fois 1,5, donc fois x, qui est notre variable, divisé par la vitesse initiale, fois le cosinus de l'angle de départ, le tout au carré, plus la vitesse initiale fois le sinus de l'angle de départ, fois de nouveau x, notre variable, divisé par la vitesse initiale fois le cosinus de alpha. Nous avons pris comme vitesse initiale 3,5 mètres par seconde. C'est à peu près la moyenne d'un nageur sur un départ. L'angle de propulsion, ici, nous l'avons fait varier. D'abord, nous avons testé avec 22,5 degrés, puis 45, puis 67,5 degrés. Nous pouvons voir clairement que l'angle de 45 degrés est l'angle permettant d'aller le plus loin possible. Après avoir étudié la phase de départ sur le plot, je vous propose d'étudier la phase aérienne qui précède donc la phase aquatique et qui constitue une sorte de transition. Maintenant, nous allons analyser les forces qui entrent en jeu dans le départ. Lorsque le nageur quitte le plot, il est soumis à plusieurs forces. Tout d'abord, chaque objet, chaque humain est soumis à l'attraction gravitationnelle sur Terre. Cette attraction a pour but de ramener l'objet ou l'humain vers le centre de la Terre. Ici, nous l'appellerons vecteur P. Lorsque le nageur se propulse, il émet une force allant vers le haut, puis une autre allant vers l'avant. La force P1 sera la force émise vers le haut et la force P2 sera la force émise vers l'avant. La force P1 et la force P2 varient au long de la propulsion et de la trajectoire aérienne. Le nageur peut donc décoller du plot lorsque Fp1 est supérieur à P. Nous remarquons que lorsque Fp1 est inférieur à P, le nageur redescend et atterrit donc dans l'eau. Dans la phase 1, le nageur émet donc une force Fp1 supérieure à P, ce qui fait qu'il décolle. Dans la phase numéro 2, Fp1 est égal à P, ce
qui fait que le nageur atteint le sommet, le maximum de sa trajectoire aérienne. Dans la troisième phase, lorsque le nageur redescend, FP1 est inférieur à P, ce qui fait donc qu'il redescend. Pour notre expérience, nous avons en fait réalisé une chronophotographie. Mais Sacha, qu'est-ce qu'une chronophotographie? Alors, la chronophotographie, c'est un procédé photographique qui consiste à prendre plusieurs images successives depuis un point fixe avec le même intervalle de temps entre chaque image. Donc nous, pour cela, on n'a pas utilisé un appareil photo, on a en fait pris un film, on a filmé depuis un point fixe chacun de nos départs respectifs. Et avec ce film-là, on l'a décomposé de façon à obtenir 6 images par seconde grâce au logiciel KM Player. Et suite à ça, on a utilisé le logiciel Photoshop pour assembler ces images et avoir sur une même image les différentes photos du nageur en action au moment de son départ. On a pris du temps à se filmer et à monter, mais à quoi ça va nous servir cette chronophotographie? Bien, la chronophotographie, c'est un procédé très utilisé par les physiciens quand on veut analyser le mouvement, parce que ça va en fait nous servir à avoir une estimation de la distance parcourue, mais également du temps, de la vitesse, et ça va également nous servir à voir quel angle de départ et quel angle d'entrée dans l'eau vont effectuer les nageurs. Donc on va pouvoir en quelque sorte vérifier si la théorie colle avec la pratique dans ce qu'on a déjà expliqué auparavant par rapport à l'angle. Ah oui, et ça nous permettra aussi d'établir un tableau, non? Bah effectivement oui, on pourra comparer les départs et voir quelle attitude paraît la plus efficace, en tout cas pour nos 3 départs respectifs. En premier lieu, nous avons la chronophotographie du départ de Juan. Sur chaque chronophotographie, nous avons d'abord calculé une estimation de la distance d'entrée dans l'eau à partir de la taille du nageur. Ensuite, nous avons calculé l'angle de départ et l'angle d'entrée dans l'eau. Puis nous avons calculé le temps total de la phase aérienne, c'est-à-dire à partir du moment où le nageur se met en action jusqu'au moment où la tête du nageur touche l'eau. Nous avons également pu calculer la vitesse en divisant simplement le temps de la phase aérienne avec la distance d'entrée dans l'eau. Donc Juan fait environ 1m80, sa distance dans l'eau est donc d'environ 2,80 m. L'angle de départ qu'il a utilisé est d'environ 30 degrés et l'angle d'entrée dans l'eau est de 48 degrés. Le temps de la phase aérienne est de 5 images, soit 84 centièmes. Sa vitesse, 2,8 divisé par 0,84, est de 3,3 mètres par seconde en moyenne. Ici, nous avons le départ d'Arthur. Arthur fait à peu près la même taille que Juan, 1m80. Et sa distance dans l'eau, là, est cette fois supérieure, elle est de 3 mètres. Son angle de départ est d'environ 38 degrés. Et son angle d'entrée dans l'eau est de 40 degrés. Donc le temps du départ d'Arthur est aussi de 5 images, soit 84 centièmes. Et sa vitesse, 3 divisé par 0,84, est de 3,6 mètres par seconde. Et voici donc mon départ, donc le départ de Sacha. Ma taille est d'environ 1m75, et donc la distance d'entrée dans l'eau est de 2,50 m. L'angle de départ que j'ai utilisé est de 20 degrés, et l'angle d'entrée dans l'eau est de 30 degrés. Le temps de mon départ est de 4 images, soit 67 centièmes, et ma vitesse, 2,5 divisé par 0,67, est d'environ 3,7 mètres par seconde
en moyenne. Nous avons donc un tableau de comparaison qui récapitule tous les chiffres que j'ai précédemment énoncés. Donc évidemment, ces chiffres ne sont pas forcément très précis, il y a une précision limitée, mais nous avons une bonne estimation du départ de chacun. Là, on peut voir les différences d'angle de départ, de vitesse, de distance d'entrée dans l'eau et de temps entre chaque départ. Là, on s'est fait battre par Arthur. Hein. Ouais, je crois effectivement qu'il nous a surclassé sur ce coup-là, Sacha. Bon Arthur, est-ce que tu peux analyser un peu ton départ? Oui, alors effectivement les garçons, je suis désolé pour vous, mais j'avais un angle de départ plus proche de 45 degrés et donc je suis allé plus loin lors de la phase aérienne et lors de l'entrée dans l'eau. Donc On avait perdu avant même d'avoir commencé. Hein. Ouais, bah, comme quoi la pratique a confirmé la théorie cette fois-ci. Et toi Sacha, pour ta part, vas-y explique ton départ un petit peu. Bah moi, ça s'est vu, j'ai eu un angle beaucoup trop faible et j'ai vraiment pas profité de ma phase aérienne. Je suis rentré trop tôt dans l'eau. J'aurais pu profiter beaucoup plus de ce moment-là. C'est dommage. Ouais, pour ma part aussi, je pense que je suis rentré un petit peu trop tôt dans l'eau et j'ai un angle d'arrivée dans l'eau plus élevé que vous et je pense que ça aura son incidence sur la coulée. Et je pense qu'on peut voir ça dans une prochaine partie. Oui. On va pouvoir parler de la coulée, oui. De la phase aquatique plus précisément. Ouais. Exact. Afin de parler de la phase aquatique, quoi de mieux que de se trouver dans un cadre maritime, hein, sur une petite île perdue au beau milieu de la mer. Ça risque d'être un petit peu venteux. Hein. En effet, nous allons parler de la phase aquatique, phase qui succède donc à la phase aérienne que nous avons précédemment expliquée. C'est exact. La phase aquatique a une réelle importance sur la course car elle représente en moyenne 10 à 25% de la course. Pour cette partie aquatique, il est très important d'introduire la notion de résistance à l'avancement. En effet, l'eau est 1000 fois plus dense que l'air, ce qui explique la présence de ces nombreuses résistances à l'avancement. Juan, peux-tu nous expliquer ces frottements? Alors pour commencer, je vais expliquer la résistance hydrodynamique. C'est la résistance fondamentale. Elle comprend 3 facteurs. La densité du milieu dans lequel on se trouve, la vitesse et la forme de l'objet plongé dans ce liquide. Alors la formule est telle que F, donc la résistance hydrodynamique, est proportionnelle au coefficient de densité du fluide multiplié par le volume de l'objet plongé multiplié par la vitesse de l'objet en mètres par seconde au carré. Mais il existe d'autres formes de résistance à l'avancement. Par exemple, la portance, qui est donc une force qui va modifier la trajectoire d'un corps en mouvement dans un fluide. C'est une force plutôt positive puisqu'elle aide au mouvement du corps. Sa formule est telle: 1/2 de la densité du fluide multiplié par le coefficient de la portance multiplié par la vitesse au carré multiplié par la surface de l'objet. On distingue aussi la résistance de traînée qui regroupe 3 types de résistance: la résistance de frottement, la résistance de vague et la résistance de forme. La résistance de frottement intervient lorsque 2 surfaces se frottent l'une contre l'autre. Ici, c'est le corps du nageur et le liquide. La traînée de vague est une composante de la résistance hydrodynamique intervenant lorsqu'un objet se déplace à une profondeur plus ou moins proche de l'interface entre l'eau et l'air. Le déplacement du corps crée alors une série de vagues, de sièges et de turbulences. Enfin, la traînée de forme qui, comme son nom l'indique, est liée à la forme de l'objet évoluant dans le fluide. Ces résistances sont moindres en profondeur, ce qui paraît logique vu la plus faible densité de l'eau. En étudiant ce tableau, on remarque que plus la profondeur est élevée, plus le coefficient de traînée est faible, et donc la force de traînée l'est aussi. C'est important d'adopter un bon gainage. Mais qu'est-ce que le gainage? Alors, le gainage, c'est le regroupement des muscles de la ceinture abdominale et du dos qui permettent à un squelette humain de se tenir droit. Dans l'eau, on ne lutte pas contre la gravité. C'est donc une autre utilisation du gainage qu'on va faire. On va faire ce qu'on appelle une contraction isométrique pour se tenir le plus droit possible et ainsi limiter la surface à l'avancement. Un corps dans cette position
aura donc beaucoup plus de surface de frottement opposée au fluide qu'un corps disposé de manière horizontale. Nous avons donc vu l'importance du gainage afin de minimiser la surface de corps opposée au fluide. Par ailleurs, les mouvements ondulatoires du nageur permettent au nageur de créer une vitesse supplémentaire. En effet, ces mouvements oscillatoires qui partent des hanches pour finir par un coup de fouet au niveau des pieds augmentent la vitesse de l'athlète grâce aux résistances actives. Le nageur peut donc privilégier une coulée plus profonde afin d'espérer minimiser ses frottements. La limite réglementaire de coulée se situant à 15 mètres, le nageur doit faire attention à ne pas remonter brusquement, sinon ses efforts auront été vains puisqu'il sera soumis à de très fortes résistances, au vu de la plus grande partie de corps qu'il va opposer au fluide. L'idéal est donc une coulée avec une tangente la plus faible possible tout au long de la coulée. Nous avons donc essayé de répondre à notre problématique à l'aide de 3 grandes parties. Première partie, la phase qui suit le départ, donc la poussée sur le plot. Deuxième partie, la phase aérienne, qui elle-même est suivie de la phase aquatique, qui elle-même précède la nage. Dans chacune de ces phases, on a vu qu'il y a des attitudes à adopter qui nous permettent de gagner effectivement du temps. Après, ces attitudes à adopter sont forcément beaucoup plus vastes. Il y a énormément de paramètres que le nageur pourrait améliorer. Mais les attitudes qu'on a vues là sont certainement celles les plus primordiales et celles qui nous permettront de gagner du temps en les améliorant. Comme on l'a vu, par exemple, pour certains nageurs, certains départs correspondront mieux car ils ont un angle d'entrée dans l'eau plus important et privilégient donc une coulée plus longue et plus efficace. Ça dépend beaucoup de notre génétique et de nos capacités et de nos habitudes. Oui, surtout. nos habitudes. Oui, voilà. C'est exact. Ce qui est important, c'est aussi l'entraînement. Effectivement, tout le monde peut s'améliorer sur certains points. L'entraînement est la clé de la réussite. Ouais. Oui. Et effectivement, il y a aussi, comme Jérôme l'a dit, une grande part de génétique. Il y a des personnes plus grandes, il y a des personnes plus musclées, il y a des personnes qui vont avoir une aisance naturelle dans l'eau, ou alors un temps de réaction naturellement plus faible. Il n'existe pas de départ parfait, À proprement dire. Voilà, à proprement dire. Nous pouvons juste améliorer et perfectionner notre départ à moins qu'il soit le plus optimal et le plus rapide possible.